Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire qui fait partie d'une série exclusive de 13 webinaires intitulés Covid-19, les dirigeants sur le pont témoignent. C'est notre 5e webinaire aujourd'hui avec Sébastien Di Pasquale. Nous accueillons. Bonjour Sébastien. Bonjour à tous. Alors Sébastien, après 15 ans d'expérience dans diverses structures de négoce et de transformation des métaux, tu décides en 2015 de mettre à profit tes compétences et ton expérience pour créer ta propre société, Androme. Ton modèle économique, c'est la fabrication de pièces métalliques sur mesure à délai très court, 3 jours maximum, quelles que soient les quantités et la diversité de matériaux. Alors pour arriver à ce niveau de performance, tu as utilisé l'outil Lean Manufacturing. Ça permet de consolider ton modèle et puis d'accompagner ta société à se structurer à la fois humainement et industriellement dans un contexte de très forte croissance. Tu te qualifies d'entrepreneur humaniste puisque tu crois que l'être humain est bon par nature et que le terreau dans lequel l'individu évolue doit l'être aussi. C'est la raison pour laquelle tu t'engages en 2015 dans la libération de ton entreprise, pensant ainsi pouvoir apporter un terrain propice à la bonne humeur et puis à la prise de responsabilité de la part de tes collaborateurs. Alors malheureusement, la suppression de la bonne vieille structure basée sur le chef tout-puissant sans proposer vraiment d'alternatives structurées, ça a fini par dégrader un petit peu l'ambiance chez les collaborateurs et la prise de décision a été plus difficile à prendre par le collectif. Et c'est durant l'été 2017 que tu découvres le livre La Révolution Holacratie de Brian Robertson. Et c'est là où tu as vu un intérêt à la fois pour ta société et puis pour tes collaborateurs. Et ensuite, tout s'est enchaîné. Tu as réalisé la première formation de praticien en octobre 2017, puisque tu en as fait pas mal quand même depuis. Puis ensuite, une immersion de 2 jours avec ton équipe pour tester l'outil Holacratie. Et puis, c'est en mai 2018 que vous avez adopté l'Holacratie. Donc, il y a tout 2 ans. Alors, je vais d'abord te poser quelques questions qu'on a préparées ensemble et puis ensuite, on va passer à la période de questions-réponses avec les participants. Voilà, participants, vous pouvez poser vos questions dès maintenant, au fil de la présentation ou bien après. Je les prendrai dans l'ordre d'arrivée. Alors, petite question générique pour une remise générale, pour une remise en contexte. Quel est l'impact du Covid-19 sur votre activité au sein de l'atelier du laser et notamment sur les collaborateurs? Est-ce qu'il y en a qui ont été mis en télétravail, d'autres qui continuent à travailler dans les locaux parce que vous faites quand même de la découpe au laser? Et est-ce qu'il y en a que vous avez dû mettre en chômage partiel? Oui, merci Margot. Effectivement, je suis très heureux de passer après 2 copains qui nous annoncent qu'ils sont plutôt sur une forte croissance, voire une croissance tout court par rapport à leur activité. Mais nous, malheureusement, la bombe nucléaire, elle n'est pas tombée à côté de nous, elle est tombée directement sur nous, puisqu'on a perdu plus de 60% de notre chiffre d'affaires, alors qu'on était plutôt habitué depuis la création de la boîte à des croissances de l'ordre de plus 10, plus 15 depuis 5 ans, quoi. Donc ouais, ça a été de notre côté très brutal, puisqu'on n'était pas du tout habitué à la décroissance, on est plutôt une entreprise habituée à la croissance. D'autant plus qu'on avait structuré encore pour se renforcer pour cet été, en ayant une prévision d'un très gros été et en ayant une prévision de croissance externe. Et là, d'un coup, tout s'est arrêté de façon excessivement brutale. Du jour au lendemain, un mardi soir, on nous demande d'arrêter de travailler. Le lendemain, je rappelle tous les clients pour savoir ce qu'il en est et je me rends compte qu'en fait, la totalité de nos clients ont entendu le message d'arrêter de travailler et de rentrer chez eux. Du coup, on a décidé en 24 heures de fermer la boîte. Et donc, même sans savoir si on allait avoir la possibilité de mettre un chômage partiel, privilégier la sécurité des personnes par rapport au business. Et donc, du coup, on a demandé aux équipes, de rentrer sous 24 heures chez elles. Donc, on a rangé la boîte, on a rentré tout ce qu'on pouvait rentrer dehors, on a mis l'alarme et on est rentré chez nous. Alors, petite particularité aussi sur notre business, c'est que nous, on est sur un business model à délai très court, ce qui veut dire que par définition, si on veut fabriquer en 2 jours nos pièces, ça veut dire qu'on est au maximum un carnet de commandes de 2 jours. Donc, en fait, les 24 heures qu'on s'est laissées, ça nous a simplement laissé la possibilité de finir le carnet de commandes dans lequel on en est. Et donc, on est parti véritablement avec un carnet de commandes à zéro.
Et nos clients ayant fermé, on est parti effectivement du principe que le carnet de commandes n'allait pas se remplir. Donc voilà la raison pour laquelle également économiquement on a fermé. En plus de l'aspect sécuritaire, c'est qu'on n'avait plus de commandes. Notre modèle fait qu'on n'avait plus du tout de commandes à produire. Donc oui, ça a eu un impact extrêmement fort. Fort sur le commerce, fort psychologiquement aussi, parce qu'à cette époque-là, les informations n'étaient pas du tout claires et à l'inverse, elles étaient même plutôt extrêmement négatives. Un virus extrêmement virulent, mortel, dangereux pour les personnes. Donc une espèce de psychose qui était un peu en train de se mettre en place. Et puis de l'autre côté, une réalité, c'est-à-dire que une entreprise qui ferme, quand on dirige une entreprise, qu'on entend parler de 1 mois et demi d'arrêt de production, parce que c'était déjà à l'époque des rumeurs qui circulaient, mais a priori les rumeurs sont avérées vraies, on se dit mais merde, 1 mois et demi sans chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça va donner pour notre entreprise à la reprise ou pas, voilà. Donc ça, l'image, elle est quand même assez, le choc émotionnel et le choc psychologique a été immédiat. Et donc, effectivement, on a décidé de fermer donc le mercredi. Et en même temps, le vendredi, on a eu un contre-message du gouvernement qui nous a dit bande de feignants, retournez vite travailler, on ne mettra pas tout le monde au chômage partiel. Donc, le lundi, j'ai pris la responsabilité de retourner seul à l'organisation, rappeler 2-3 clients pour savoir ce qu'il en était. Et en fait, je me suis rendu compte que 5 ou 10% de nos clients étaient ouverts. Donc, on a décidé de remettre une activité extrêmement partielle, à peu près 15% de notre activité dès le mardi, avec une personne au commerce et une personne en production. Et puis, au fur et à mesure, au bout de 6 semaines, on retrouve un peu une activité de l'ordre d'à peu près de 40%, ce qui fait qu'on arrive à retrouver une activité qui n'est pas du tout la 50% de notre activité, mais on a réussi à retrouver 50% de notre volume d'activité. Donc, pour répondre à la question, on a essayé de mettre en place le travail à domicile. Donc déjà, pour toute la partie production, c'est techniquement impossible parce que pour nous, les opérateurs, il faut qu'ils soient physiquement devant les machines. Donc pour eux, ce n'était pas possible. Et pour la partie programmation, on a réussi. On a réussi à le cacher en Ardèche, il est bien là, dans sa campagne. Par contre, sur la partie commerce, on n'a pas réussi pour une simple et bonne raison, c'est que les équipes n'ont pas chez eux de bureau. Nous, on avait la capacité de déplacer les ordinateurs, ce n'était pas le souci, mais nos équipes n'ont pas d'environnement de travail qui leur permet de travailler chez eux dans des conditions normales et optimales. Donc, du coup, on a privilégié une rotation sur site pour minimiser les nombres de personnes sur site in situ, pour privilégier le nombre de personnes in situ. Donc, du coup, on a 3 personnes en télétravail et le reste de l'équipe, donc sur 12, vient en rotation sur le site. D'accord, donc c'est qui d'abord chômage partiel et puis ensuite vous êtes revenu à une activité, à essayer de remettre l'activité en route. Oui, bon, ce qui veut dire que le chômage partiel, on est au moins à 50% de chômage partiel encore. Oui, évidemment, vous n'avez pas le niveau d'activité habituel, donc ça justifie naturellement le chômage partiel. Du coup, quelle a été ta première réaction en tant que dirigeant face à la crise? Qu'est-ce que tu as mis en place dès les premiers jours, les premières semaines? Donc oui, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai été extrêmement sensible à l'aspect sécuritaire des personnes et extrêmement aussi sensible à la réaction très rapide de nos clients de fermer. Donc c'est ce que j'ai mis en place immédiatement. Donc pris la décision de fermer rapidement, puis repris la décision de réouvrir de façon extrêmement partielle pour tenir un semblant d'activité. Et après, il a fallu réinventer à minima les premières semaines, comment garder du contact et du lien social dans l'organisation, parce que très vite, je me suis rendu compte que à travers cette crise économique, il y avait une crise sociale qui était latente et que malgré tout, l'organisation a aussi une vocation à répondre à des besoins sociaux, donc des besoins de rencontrer des personnes. Donc du coup, sous quinzaine, très vite, on a refait un gros Zoom collectif. On n'était pas du tout habitué à ce genre de technologie, nous. Mais on a refait un gros Zoom de toutes les personnes, déjà pour leur expliquer la situation, là où ils en étaient, comment ça allait fonctionner, les rassurer, répondre à quelques questions s'il y avait quelques questions. Et depuis, on a mis en place un point 15, donc un point de synchronisation tous les matins par pool. Donc le pool commerce d'un côté, le pool production de l'autre,
de telle façon que même les personnes qui ne sont pas en rotation ou qui ne sont pas en poste peuvent, si elles le souhaitent, venir se greffer sur ce point 15 minutes pour venir prendre l'info, drainer de l'info, apporter de l'info. Voilà. Donc ça, on gère l'opérationnel avec ça, mais on gère aussi la relation humaine, quoi. Oui, c'est important la relation humaine, d'autant plus à distance. Et si vous n'aviez pas l'habitude d'outils de visioconférence, effectivement, on voit bien qu'avec le confinement, l'entreprise apportait beaucoup, beaucoup de social en tout cas. Alors Tout à fait. justement, sur ce télétravail, donc j'imagine que toi, tu es en télétravail, même si là, tu es au bureau. Comment est-ce que tu as pu gérer les collaborateurs à distance et puis notamment en termes de management, parce que c'est pas évident de garder l'alignement sur les priorités et puis garder la motivation des personnes aussi. Et puis, il y en a qui ont toutes les mêmes situations, certaines ont des enfants à garder, donc ça doit pas être évident. Ouais, quand on parle de devoir sortir de sa zone de confort, là, effectivement, c'était vraiment bien le cas concret là-dessus, parce que on a une petite structure et on a pris conscience il y a quelques mois l'importance du management, parce que j'étais convaincu jusqu'à présent que du management, il n'y en avait pas besoin dans l'organisation. Et puis depuis quelques mois, on a quand même pris conscience que le manager leader avait un certain nombre de fonctions, en particulier en termes de coordination et également en termes de capacité à aider les personnes à grandir, à évoluer, à prendre de la hauteur. Donc on est nous-mêmes en phase d'apprentissage de ce que c'est manager. Euh, et en plus, déjà qu'on ne sait pas bien manager, on se retrouve dans une situation à distance. Euh, donc très compliqué. Très compliqué. Il y a eu deux cas de figure. Sur le cercle production, le manager n'a pas réussi, il revient in situ, il revient à la boîte, il n'a pas réussi à prendre le pas. Je pense pour plusieurs raisons, il n'y a pas de difficulté avec ça. Et moi, pour le coup, sur mon cercle général, et j'ai le commerce avec moi, j'ai mis les watts sur le feedback, sur le processus de feedback, qui est un processus long de 2 heures qui permet effectivement de retravailler sur les priorités, sur les stratégies. Ça permet également aux collaborateurs de s'exprimer sur comment ils voient son manager. Donc, ces feedbacks, là, on a pu les mettre en place par Zoom. Et donc, ça permet effectivement de créer des espaces pour assurer, pour compléter, pour expliquer et puis pour aider en même temps le collaborateur à savoir comment réagir et quelle direction mettre en place, quoi. Voilà. À côté de ça, ça m'a aussi obligé finalement sur le cercle général à retravailler toutes les stratégies en fait et toutes les propriétés du cercle, toutes les priorités pardon et toutes les stratégies du cercle. Donc du coup, j'ai modifié toutes les stratégies, toutes les priorités du cercle, puisqu'on passe d'une situation de croissance avec du développement à une situation de décroissance avec justement voilà, d'autres enjeux, des enjeux de sauvegarde de l'emploi, d'autres enjeux. Donc du coup, il a fallu réexpliquer toutes ces nouvelles priorités de telle façon à ce que chacun essaie de retrouver une compréhension, un niveau de compréhension sur les nouveaux besoins de l'organisation. Et donc voilà, j'utilise aussi ces outils de feedback pour l'expliquer, le véhiculer et, euh, et réenvoyer dans la bonne direction les énergies, en fait. Oui, c'est important de bien communiquer sur le changement de situation et du coup, la direction à prendre pour l'entreprise. Et c'est pas évident, les collaborateurs ne peuvent pas savoir. C'est bien le rôle du dirigeant d'entreprise que de porter ça. Si du coup tu devais faire face de nouveau à une telle crise, est-ce qu'il y a des choses que tu changerais sur la façon dont tu as abordé celle-ci? Autrement dit, est-ce qu'il y a des enseignements que tu tires de cette situation pour l'atelier du laser? En fait, quand tu m'as posé cette question, immédiatement, je me suis posé le sens de cette question. Parce que dans la situation dans laquelle on est, un des résultats possibles est la fermeture de la société pure et dure, dans la mesure où la zone d'inconnu qui est face devant nous fait que toutes nos croyances et tout le système industriel sur lequel nous on est positionné a disparu. À savoir qu'en fait, nous, on est simplement sous-traitant de pièces métalliques, c'est-à-dire qu'on est complètement collé à des usines, on est complètement collé à des clients qui, eux, fabriquent du matériel, fabriquent des pièces.
Là, on se retrouve dans une configuration où le marché retombe à zéro, puisqu'il n'y a plus d'achat de biens de consommation, il n'y a plus d'achat de voitures, il n'y a plus d'achat de cheminées, il n'y a plus d'achat. De ce fait, nous, n'étant un seul élément de cette chaîne-là, le résultat en bout de course, il est juste évident. S'il n'y a pas d'achat de matière, s'il n'y a pas d'achat de produits finis, ben, nos clients n'ont pas de boulot, nous, on n'a pas de boulot. Et de tout ce qu'on voit, je fais partie de ceux qui sont convaincus qu'une très grande majorité des personnes vont changer et ont déjà changé leur mode de consommation, dans le mieux consommé, dans le moins consommé, ce qui me fait clairement penser que je ne vois pas de reprise avant, je ne vois même pas de reprise en fait. En tout cas, pas de reprise au niveau auquel on était avant la crise, quoi. Du coup, me poser la question de qu'est-ce que tu changerais, bah, là, le problème, ça veut dire changer de boîte, quoi, changer de modèle économique, hein. Changer d'activité, tout changer, quoi. Donc, je suis tellement aujourd'hui dans un flou tellement artistique que j'ai aucune réponse à apporter à ça. La seule que j'ai, c'est le message que je passe dans les équipes, c'est je savais déjà quand j'ai créé la boîte que notre métier allait disparaître, pour la simple et bonne raison que c'est un métier fortement concurrentiel et c'est un métier dans lequel on est en pleine mutation industrielle, où les technologies changent. Ça fait déjà 1 an que la crise industrielle a déjà démarré dans nos métiers, on le pressent, ça fait déjà 6 mois que le client souffre. Donc en fait, cette crise-là, ça a juste mis en visibilité quelque chose qui était déjà connu. Et ça a surtout accéléré, voire rendu radical quelque chose qui était déjà connu. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu injecter un outil de type holacratie il y a quelques années, c'est parce que je savais déjà qu'à horizon 5-10 ans, l'atelier devait faire un nouveau métier. Et de par de là, il y a 2 solutions. Soit c'est le chef d'entreprise omniscient, omniprésent, omniconscient qui décide tout seul et qui fait tout seul et puis qui change tout seul. Soit, et c'est la deuxième voie que j'ai choisie, je pars du principe que l'ensemble des personnes qui sont sur l'opérationnel ont une capacité sensitive plus proche que moi des clients et du marché. Le commerce est proche des clients, la production est proche des clients, la comptabilité est proche des clients. Donc, je suis extrêmement conscient que j'ai justement besoin de toute cette remontée d'informations. Ça, quand je dis je, hein, c'est moi l'organisation. Hein. J'ai absolument besoin de la totalité de toutes ces informations-là pour apprendre à les digérer et apprendre à capter les nouveaux marchés qui vont se proposer à nous ou ceux qui vont se fermer à nous. Et du coup, la réalité est, et c'était déjà la question que je m'étais posée il y a 3 ans, j'avais déjà fait un constat. La difficulté qu'on a dans notre monde industriel, c'est qu'on est issu du monde du tayloriste. Le monde tayloriste a castré la majorité des individus en leur faisant entendre qu'ils n'étaient pas là pour réfléchir, qu'ils étaient là pour faire des heures, qu'ils étaient là pour faire des pièces, qu'ils étaient là pour faire des devis, qu'ils étaient là pour faire des factures. Et du coup, je pense qu'en entreprise, la très grande majorité des personnes qui sont dans notre secteur ont perdu l'habitude de réfléchir. Ou en tout cas, pas de réfléchir, mais ont perdu l'habitude d'être créateurs, de trouver des solutions, d'avancer, d'adapter. Donc du coup, quand on veut mettre une organisation dans laquelle on est conscient qu'on veut mettre plein d'oreilles, on veut mettre plein d'yeux, on veut mettre plein de bouches, plein de mains, comment est-ce qu'on accompagne les collaborateurs à faire en sorte que ceux qui captent, déjà qu'ils soient conscients qu'ils sont en train de capter quelque chose, ça c'est niveau 1. Ensuite, comment les accompagner pour que ceux qu'ils captent, ils arrivent à l'exprimer et ils arrivent à le faire encoder dans l'organisation. Et ça, ça passe par de la formation, ça passe par de l'accompagnement, et ça passe par un vrai processus qui est extrêmement long et qui est extrêmement indigeste au début et puis plus digeste vers le temps. Voilà. Et je pense que l'outil holacratie est un outil qui nous accompagne dans cette solution-là. Aujourd'hui, la réalité, c'est que les signaux sont… bon, pour l'instant, on avait peu de signaux faibles. On n'avait que des signaux faibles parce qu'il y a peu de monde qui restait. Mais les clients sont en train de réouvrir depuis 10 jours. Donc là, on commence à réavoir plein de signaux qui sont en train de s'allumer dans tous les sens. Voilà. Donc maintenant, ça va être le bon moment de savoir comment ces capteurs-là vont réagir et comment ces capteurs-là vont être capables de remonter du contenu et de l'information pour que l'organisation puisse s'enrichir. Et pour arriver à la question d'origine, si on s'enrichit, ça veut dire que mécaniquement, l'organisation va évoluer et elle va évoluer en direction d'un besoin client
et non pas en décision d'une décision stratégique à moyen long terme qui n'a pas de sens, quoi. Voilà. Donc cette Donc on est crise, encore en finalement, phase d'apprentissage, quoi. ouais, elle a accéléré du coup la mutation qui était pour toi inévitable. Ouais, j'espérais qu'on aurait un peu plus de temps pour entraîner cette mutation, Mm. mais maintenant j'ai arrêté de rêver, je crois plus au Père Noël. Là, le trou généré par la bombe atomique qui nous est tombée dessus, il est là, quoi, hein. Il faut arrêter de se voiler la face, hein. Donc, voilà. Donc pour répondre à cette question, qu'est-ce que j'aurais fait? Ben, c'était juste impossible à prévoir. Mm. Et l'étendue des dégâts est telle que ça m'est juste impossible d'avoir une réponse parce que je ne sais même pas où on va. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais changé sur la façon dont tu as géré la sécurité, l'accompagnement des collaborateurs ou même est-ce que tu n'aurais pas fermé l'entreprise ou des choses En fait, si sur la lesquelles tu question on a tout bien fait, certainement pas. aurais... La réalité, à un moment, il faut prendre une décision, il faut prendre son autorité, il faut l'assumer. Il y a la sécurité des personnes qui sont en jeu. Voilà, ça c'est une donnée importante. Euh, il y a une autre réalité économique, tout le monde s'arrête. Bon, ben, à un moment, je pense on ne peut que s'aligner et accepter de faire face à une décision aussi difficile soit-elle, quoi, hein. Donc je sais pas. Je suis aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, on n'est pas dans une situation qui me permette de prendre la hauteur nécessaire pour analyser ce qui vient de se passer, en fait. Parce que pour moi, on est encore dedans, quoi. On est loin d'être sorti. On est même peut-être même qu'au commencement d'ailleurs. Donc il y a encore énormément de paramètres que je maîtrise pas et énormément de paramètres sur les décisions qu'on a prises ou pas prises, hein, sur lesquelles je peux pas encore mesurer les conséquences. Parce que j'ai pas suffisamment de contenu et de vécu sur cette histoire-là, quoi, en fait. Ouais, il y a pas assez de recul là aujourd'hui. Vous êtes encore en plein dans la période rush pour le coup. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. On est encore sur la période, le peu de commandes qu'il y a, on les viole, on les arrache, on va les chercher, on y va avec, on a la hargne, là, il faut remplir l'usine comme on peut. Et voilà, on est revenu sur dans le dur, quoi, hein. On essaie de sauver la boîte, quoi, hein. Et ça sert à rien de faire un plan à un an si on n'a pas de boulot aujourd'hui ou pour les 6 prochains mois. Donc il y a aussi cette réalité-là. À un moment, il ne faut pas être naïf, quoi. Donc voilà, on n'est pas encore, voilà, on est dans le dur, je veux dire. Et du coup, la fin du confinement le 11 mai, des impacts pour vous, est-ce que tu penses que l'activité va reprendre comme elle était avant ou au contraire, est-ce que ça va stagner, voire baisser? Ah, pour moi, c'est clair, elle reprendra jamais l'activité. Je ne vois pas une reprise d'activité avant 2021, quoi. Dans le meilleur des cas septembre, mais je ne crois pas au Père Noël, quoi. Là, la situation dans laquelle on est, une fois de plus, on est dans une situation mondiale dans laquelle nos clients, jusqu'à présent, la chance qu'on avait dans notre secteur d'activité, c'est qu'on touchait tous les secteurs d'activité confondus dans le monde industriel. Le médical, le luxe, les artisans, les grosses boîtes. Et quand c'était le régional qui ne fonctionnait pas, l'international fonctionnait. Quand ce n'était pas la Russie qui fonctionnait, c'était les États-Unis qui fonctionnaient. Alors, indirectement, nos clients sont nos meilleurs commerciaux. On a une telle diversité de clients qui fait qu'on n'a jamais eu de crise parce qu'on touche à tous les secteurs d'activité. Sauf que là, la vraie réalité vraie, c'est que la totalité de nos clients n'ont plus de boulot. Mais tous, il n'y en a plus. Euh, de ce fait-là, c'est juste un constat qui est que même dans ce qui pour moi était dans un modèle super fiable, il y a encore un mois, vu la diversité de clients et vu on n'a aucun client stratégique, donc on n'a aucun client qui pèse beaucoup dans notre chiffre d'affaires, on a une énorme dilution. Donc mon modèle économique, qui moi je pensais à un modèle juste assez extraordinaire de par cette dilution, prouve que là, dans une configuration extrême, il n'y a plus rien. Ou en tout cas, il n'y a pas assez pour réalimenter la taille qu'on est aujourd'hui. Et donc, non, je ne vois pas une réaction. Je vois pas. En fait, je ne sais pas. Mais je ne vois pas comment les gens sortis de là vont réacheter des voitures, vont racheter des téléviseurs, vont réacheter des maisons, vont réacheter des iPads, vont réacheter des. Je ne vois pas comment c'est possible. Je sais pas. Et donc voilà, je suis vraiment dans un flou, artistique là-dessus. Alors, les maisons, si ça peut te rassurer, beaucoup de personnes confinées en appartement recherchent actuellement des maisons. Mais pour le reste, effectivement, je pense que notre mode de consommation
à évoluer et les gens n'ont pas l'esprit, en tout cas, à mon avis, à consommer. Surtout pour ceux qui étaient en chômage partiel, il y a quand même une baisse de salaire qui fait qu'ils ne pourront pas consommer comme avant. Alors ça, c'est quand même un point important sur lequel, effectivement, merci de rebondir là-dessus. Même si j'ai un discours qui peut paraître un peu alarmiste, mais en même temps, je suis plutôt quelqu'un de réaliste plutôt que de me voiler la face. J'ai rapidement confirmé à l'ensemble des équipes qu'il n'était pas envisageable, même à la hauteur de l'événement, de parler de licenciement. Euh, et en même temps, j'ai pris une autre décision, puisque le chômage partiel aujourd'hui, nous, ne couvre pas la totalité du contrat de travail, puisqu'on est sur des contrats de travail 39 heures et le chômage partiel est basé que sur 35 heures. J'ai tout de suite pris la décision de confirmer aux collaborateurs que qu'ils travaillent 1 heure par mois ou qu'ils travaillent 35 heures par mois, ils seraient tous payés 39 heures. C'est-à-dire que l'organisation ferait tout pour qu'ils ne soient pas financièrement impactés sur leur quotidien. Voilà. La boîte peut le faire et elle le fait dans un souci de mettre sous protection les collaborateurs et de ne pas rajouter à cette crise sanitaire puis psychologique une crise financière des personnes. Donc, on a tout de suite mis ça en place pour essayer de pour essayer de, en tout cas déjà de les. Parce que l'anecdote, j'ai commencé à avoir un collaborateur qui me dit, mais écoute, puisque je suis en chômage partiel, je vais aller travailler dans une autre boîte parce que si je perds de l'argent, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Donc, on commençait à arriver dans des mécaniques psychologiques de peur, je pense plutôt néfastes, d'être obligé pour nourrir sa famille d'aller chercher un deuxième emploi. Voilà, donc on commençait à avoir des mécaniques. Donc voilà, j'ai privilégié sacrifier une part de la richesse de l'organisation pour permettre aux collaborateurs de se sentir en sécurité, en minimum sécurité financière. Donc, vous comblez en fait le trou du chômage partiel, la différence entre le Exactement. salaire et le On chômage partiel. couvre de telle façon que, au moins financièrement, ce n'est pas d'impact pour les collaborateurs. Ni d'impact à court terme, ni d'impact à long terme, c'est-à-dire il n'y a pas de licenciement en vue, alors même qu'on avait recruté 3 personnes au mois de janvier. Voilà. Ouais. En tout cas, j'imagine que vous ne recrutez pas là en ce moment. Déjà, essayer de maintenir les collaborateurs, les flex C'est ça. actuels. Et alors, sur l'holacratie, est-ce que tu penses que ça a aidé à mieux gérer la crise, à mieux gérer aussi la relation avec les collaborateurs? Et si oui, comment? Alors, on ne va pas se mentir, on est en phase d'apprentissage à l'atelier du laser sur l'outil holacratie. Ce qui veut dire que le réflexe d'utiliser l'outil versus les vieux réflexes d'entreprises traditionnelles, c'est les vieux réflexes d'entreprises traditionnelles qui ont repris le dessus. Sauf pour moi. Et en même temps, c'est ce que je disais, l'outil m'a permis d'utiliser la raison d'être, les stratégies et les priorités sur le cercle général pour réaligner les énergies sur les personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un comportement humain qui est, à un moment, j'ai du travail, je travaille. Je fais, je fais. Il faut que je fasse, il faut que je fasse. Sauf qu'on est à un métier où la seule valeur ajoutée qu'on a, c'est-à-dire la seule richesse qu'on peut générer par l'organisation, c'est quand véritablement on produit de la pièce ou on produit du devis. Tout le reste, toutes les autres fonctions qu'on appelle support ou les fonctions indirectes, c'est invendable, ça n'apporte aucune valeur. Donc, ce qui fait que mécaniquement, un des réflexes que j'ai pu observer, c'est que pour des personnes qui n'avaient plus de travail sur l'opérationnel, se sont jetées sur leur projet pour dépenser de l'énergie sur leur projet. Et ce qui fait, au lieu d'essayer de se mettre en mode repos et en mode pause, chômage partiel, on sautait sur des projets pour travailler. Alors, évidemment, l'esprit était dans une démarche, forcément, si je vais à bout d'un projet, ça va être positif pour l'organisation, parce que si j'ai un projet qui est mis en visibilité, c'est qu'il y a un besoin de l'organisation.
Et donc, du coup, j'ai été obligé de revenir mettre en visibilité par des stratégies quels sont les projets qu'il fallait continuer à préserver. Sous-entendu, tous les autres projets qui ne s'alignaient pas avec les stratégies et les priorités devaient être mis en suspens purement et simplement jusqu'à lorsqu'on retrouverait une situation acceptable et normale. Donc moi, ça m'a beaucoup servi pour communiquer, pour mettre de la visibilité et je m'appuie encore pratiquement tous les jours dessus. Je viens m'y raccrocher dessus pour expliquer lorsqu'il y a un choix à faire ou une priorité à mettre en place, pourquoi il faut prioriser tel projet ou pas tel projet, pourquoi il faut arrêter d'avancer sur ce projet-là. Voilà, donc moi, ça m'a beaucoup aidé pour servir de miroir et puis pour apporter de la compréhension et du contenu, en fait. Euh, c'est un peu moins vrai depuis une semaine. Je sens que ça rebouge un peu. Bon, on revient sur l'outil Holacracy, sur des triages avec du contenu. Une semaine, 2 semaines. Donc là, il y a une mécanique qui se remet en place parce que je lâche pas et puis je veux pas lâcher dur comme fer parce que si j'ai ma théorie de multiplier mes oreilles, mes yeux, mes bouches, et que derrière, si on n'utilise pas l'outil Holacracy, c'est un peu comme pisser dans un violon, ça ne sert à rien, quoi, hein. Donc, tout ce qui va, tous les éléments qu'on va recevoir ne seront pas digérés par l'organisation. Donc, je n'ai pas lâché là-dessus. Et la mécanique est en train de reprendre avec le volume d'activité qui reprend. Voilà. Mais ouais, mise en visibilité, c'est sûr, c'est un outil qui permet de mettre en visibilité les choses et pas de se voiler la face, quoi. Donc, ça, Et est-ce que, c'était important pour moi. du coup, Isabelle nous parlait hier de personnes qui s'étaient révélées du coup par rapport à la crise et qui avaient pris plus d'initiative, plus d'autorité, plus d'autonomie, même au-delà de leur rôle, et des personnes qui, au contraire, étaient parties en arrière, à se planquer derrière les rôles et à avoir beaucoup moins d'initiative. Est-ce que tu as eu des révélations comme ça ou des déceptions Alors, de façon générale, la totalité des flex, voire même tout le monde, je vais dire, a vraiment réagi de façon positive. Euh, et a accepté d'aménager ses horaires, a accepté d'aménager son poste de travail, a accepté des conditions qui ne sont pas usuelles sur les conditions de travail habituelles. Pour le bien de la société, ça c'est clair que ça a été une vraie tendance. Maintenant, ce que j'ai observé, c'est que oui, il y a eu beaucoup de faire, et je pense qu'il y a eu beaucoup de déperdition d'énergie sans vérifier les autorités, sous le sacro-saint principe ouais, si je le fais, c'est bien pour l'organisation. Et je pense qu'il y a eu quelques dégâts collatéraux parce que du coup, il y a des décisions qui ont été prises ou des décisions qui n'ont pas été prises parce que justement les autorités n'ont pas été respectées. Donc ça n'a jamais été malveillant, puisqu'au contraire, la dynamique était plutôt on redémarre la boîte ou en tout cas on essaie de la sortir du trou dans lequel elle est. Mais ça n'a pas été utilisé avec l'outil. Donc je pense qu'il y a eu énormément de dépenses d'énergie, énormément de dépenses de ressources dans des endroits où il n'y en avait pas besoin, voire énormément de dépenses et d'énergie sur des sujets, s'ils avaient été traités par les rôles qui avaient autorité, qui auraient permis de dépenser beaucoup moins d'énergie, de prendre des décisions différentes. Voilà. Donc quand on est dans la merde, on a beau dire bah, il vaut mieux faire que rien faire, ok. Donc oui, c'est une vérité, mais je pense que pour l'instant, ça n'a pas été, pour l'instant, je pense que ça n'a pas été optimisé. Voilà. Mais en même temps, c'était un gros remerciement d'avoir eu cette énergie positive de l'ensemble des équipes. Merci. Alors, on va passer après aux questions-réponses des participants. Juste une dernière question sur toi, ton vécu en tant que dirigeant. Est-ce que tu t'es senti seul à porter la boîte ou bien est-ce que tu as eu ce sentiment quand même que grâce à Holacracy, ou en tout cas grâce à la démarche de transformation que tu as mis en place, tu n'étais plus tout seul à porter? Non, il y a véritablement la totalité des flex ont agi de façon en bon père de famille et hyper professionnel. Donc sur le travail du quotidien,
Parce qu'il y a ça aussi, hein, effectivement, il y a la dimension porter l'entreprise et il y a la dimension opérationnelle. La dimension opérationnelle, pour le coup, ça s'est très bien passé euh, sur le travail et sur le faire. La dimension porter la boîte, oui. La dimension vision, oui. La dimension rappeler que même si c'est pour le bien faire, ben, la priorité de respecter les règles, c'est pour le bien de l'organisation et pas pour son bien personnel. Ça, ouais, j'ai dû le porter à bras le corps et je continue à le porter à bras le corps. Parce que voilà, on est encore en phase d'apprentissage là-dessus, quoi, hein. Et une fois de plus, un de mes rôles j'ai un rôle de vision. Ben, j'ai plus de vision, je suis aveugle, quoi, hein. Je suis muet, je suis sourd, j'ai plus d'infos. J'ai pris, je pense, la meilleure décision que j'ai pu prendre pendant le confinement, c'est supprimer mon abonnement du Monde. Ça m'évitera ça m'évitera d'avoir un cancer à l'issue de cette crise, voire un burn-out. Mais du coup, quand on est dans cette sphère-là de vision, stratégie, d'être aveugle, en fait, ça demande énormément d'énergie pour pas se perdre, en fait. Et donc, et surtout pour redonner parce que du coup, ce rôle-là a aussi une vocation de donner de la vision. Mais quand on est soi-même aveugle, donner de la vision, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, de recul, de hauteur et d'antidéstressant pour pas devenir fou, quoi. Donc, ouais, sur la vision stratégique et sur la vision bon père de famille, ouais, je l'ai porté seul. Mais en même temps, voilà, on est en phase d'apprentissage et je sais que les personnes à qui je me suis adressé ont entendu le message et que ça va aller dans un autre sens très rapidement, quoi. Voilà. Et du coup, je me permets de rebondir. Après, je prendrai la question des participants. Tu parles de vision. Vous avez quand même cette notion de raison d'être qui a en plus évolué et qui est plus large. Comment elle a pu transparaître durant cette crise et comment les flex ont pu se raccrocher à cette raison d'être. Est-ce que ça a aidé? Est-ce que tu as véhiculé des messages spécifiques autour de ça? Alors pour nous, le sujet raison d'être, en fait, c'est un sujet qui était resté en suspens depuis la création, parce que la particularité de la société, c'est que la taille étant petite, on avait deux membranes superposées, celle du cercle général et celle du cercle d'ancrage. Ce qui fait que la société L'Atelier du Laser, qui est le cercle général, c'est une société de fabrication de pièces métalliques à délai court. Donc à un moment, on a beau tortiller des fesses 50 fois, voilà, c'est une activité, on ne va pas tourner autour du pot, on fait ça, on produit et on vend des pièces métalliques, point barre. Mais en même temps, le fondateur derrière n'a jamais eu vraiment la possibilité de vraiment mettre en avant la raison pour laquelle il a créé cette société-là. Et en même temps, on est sur une stratégie de croissance externe, ce qui a permis de créer un nouveau cercle dans le cercle d'ancrage et qui a permis de faire apparaître ce cercle d'ancrage. Et du coup, ce qui m'a permis de mettre en visibilité la raison d'être générale de l'organisation et qui m'a permis de mettre en visibilité pourquoi on a été créé. Et cette raison d'être a beaucoup de sens. Et donc, du coup, dans mes feeds, ça me permet d'expliquer ce qu'est l'atelier du laser et ce qu'est la genèse de l'atelier du laser. Et l'atelier du laser est une unité de fabrication, mais qui est dans un objectif lointain beaucoup plus large, quoi. Oui, c'est ce que tu parlais avec le fait de vous muter avec un nouveau business model. Si vous restez juste sur la raison d'être de fabriquer des pièces découpes au laser, vous n'allez pas pouvoir évoluer vers cette mutation. Si on s'aligne vers le cercle d'ancrage, ça va aider l'atelier du laser à peut-être repenser son modèle économique, ouais, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous la dire, cette raison d'être? Je ne l'ai pas prise sous les yeux. Oui, donc la raison d'être, c'est la technologie pour entraîner les humains au processus écologique de demain. En fait, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? C'est déjà pourquoi demain, processus écologique de demain.
pour moi, je reste convaincu qu'une stratégie d'entreprise aujourd'hui, c'est au jour le jour et on est en plein dedans. C'est-à-dire essayer d'inventer ce qui va se passer l'an prochain, ben, c'est un peu comme essayer de perdre du temps dans une salle. Et ça tombe bien, on n'a plus l'autorisation de se réunir. Moi, aujourd'hui, le demain, c'est qu'est-ce que je mets en place demain par rapport à ce que j'ai ressenti hier. C'est-à-dire que la décision que je sais que je vais prendre demain sera caduque après-demain. Donc, j'ai vraiment cette vision-là, apprendre à se réinventer. Processus écologique, je suis un feignant dans l'âme. Je reste convaincu qu'aujourd'hui, l'être humain n'est pas là pour produire, reproduire la même chose tous les jours. Au contraire, il a une capacité de création pour, comment dire, pour inventer comment faire que sa fainéantise profite à l'organisation et qu'il travaille moins en même temps, quoi. Et ce qui me fait dire quand je mets la technologie, en fait, on a deux technologies aujourd'hui. En fait, il y a plusieurs technologies aujourd'hui qui sont en place dans l'organisation. J'en ai une première que tu as précisée au démarrage, qui est le lean manufacturing. Moi, c'est une technologie que j'ai utilisée très tôt, donc dès la création de la boîte. J'appelle ça une technologie parce que c'est un outil de formation pour apprendre à l'individu à savoir ce qu'il est en train de faire et à savoir que ce qu'il est en train de faire a des conséquences avant lui et après lui. Donc, c'est un outil qui, pour moi, aide dans un métier de production industrielle à prendre conscience de l'importance de son travail et à prendre conscience de tout ce qui produit, qui a du sens pour l'organisation et tout ce qui produit qui n'a pas de sens. Donc, tout ce qui est vraiment de la valeur ajoutée et tout ce qui n'est pas de la non-valeur ajoutée. Donc, quand je parle de la technologie pour entraîner les humains au processus écologique, pour moi, le lean manufacturing, par définition, est un processus écologique, puisqu'on apprend à enlever la non-valeur ajoutée. J'en ai une autre de technologie qu'on a injectée maintenant il y a 3 ans, c'est Holacracy. Parce que ce que je reproche au Lean, c'est que autant c'est un superbe outil de production collective d'idées positives, autant une fois qu'on est sorti de la salle, tout ce qui a été inventé a disparu. Pour une simple et bonne raison, que l'individu ne sait pas comment, lorsqu'il a été en phase de création, je dis je ne sais pas, dans notre milieu ne sait plus en tout cas, lorsque j'ai produit une idée, comment j'ai le courage de l'amener dans l'organisation, par quel biais je peux l'amener dans l'organisation de telle façon à ce que ma bonne idée soit transformée en bonne action et en bonne solution pour l'organisation. Et jusqu'à présent, dans le Lean, je n'ai jamais trouvé la mécanique qu'il fait. Et par contre, je l'ai trouvé dans Holacracy parce que pour moi, Holacracy est un outil qui apprend à l'individu à se gouverner, quoi. Qui apprend à accepter de gérer ses problématiques et ses points positifs et qui lui apprend à les traiter et qui lui apprend quel est le chemin qu'il doit utiliser ou qu'il peut utiliser pour que l'organisation grandisse et que lui grandisse aussi. Donc pour moi, j'ai deux technos qui sont injectés chez nous, qui ont cette vocation d'accompagner les humains à grandir. Oui, je suis un entrepreneur humaniste parce que, et c'est la partie de ma raison d'être qui est pour entraîner les humains. J'injecte à peu près entre 50 et 60 000 euros par an de formation pour une boîte de 12 personnes. Ce qui veut dire que j'ai réussi, grâce à sa raison d'être, à mettre en visibilité le fait que l'organisation accepte de répartir une partie de sa ressource, de sa richesse. Donc les actionnaires, les créateurs, les fondateurs, acceptent de répartir une partie de cette ressource de richesse au bénéfice de l'être humain. Parce qu'ils ont besoin d'être entraînés, ils ont besoin d'être formés. Derrière le mot entraîner, il y a le mot formation. Ils ont besoin d'être entraînés, ils ont besoin d'être formés. Donc quand je dis qu'aujourd'hui on est encore en phase d'apprentissage, c'est parce que oui, la majorité des personnes qui sont chez nous sont des personnes plutôt récentes, ou alors c'est des personnes qui ont un passé professionnel lourd, qui fait qu'aujourd'hui, de désapprendre ce qu'ils ont appris pour réapprendre aujourd'hui, ça prend du temps, quoi. Donc c'est sur la longueur. Donc voilà, puis les autres technologies, on investit beaucoup dans le numérique, on est plutôt à des métiers archaïques, l'industrie, donc on investit aussi dans le numérique. Donc voilà, la technologie pour entraîner les humains au processus écologique de demain, pour moi, ça a beaucoup de sens. Et ça me permet de raccrocher les rôles du cercle général en disant, voilà vos priorités, raccrochez-vous à la raison d'être du cercle d'ancrage pour essayer de capter ce qui peut se passer et essayer de faire bouger l'atelier du laser cercle général en direction de cette raison d'être. Merci Sébastien.
Alors, je prends les questions des participants. Une question de Alex qui déjà te remercie. Un grand merci pour cette transparence et cette vérité qui est effectivement douloureuse. Alors, sa question n'est pas nécessairement directement liée à la crise, mais elle se dirige vers votre pratique de l'holacratie. Et sur ce que tu as dit le modèle industriel existant pousse beaucoup de collaborateurs à ne plus réfléchir. Est-ce que vous pensez néanmoins que ce modèle est viable dans cet environnement, sachant qu'il invite en son cœur à la distribution des responsabilités? Alex nous indique qu'il y croit fortement, mais n'étant pas dans cet environnement, je serais intéressée d'entendre votre point de vue par rapport à ça. Ouais, en fait, dans l'industrie, dire qu'on peut, comment dire les choses de façon simple? Heu, Moi, j'y crois fermement, même si je suis dans un monde où aujourd'hui on croit encore que la terre est plate, quoi. Même si aujourd'hui des gros groupes industriels ont franchi le pas sur le transfert de ou de faire redescendre en inversant la pyramide, en faire redescendre les responsabilités ou en créant des entreprises opales, pour essayer, même s'il y a une prise de conscience, dans nos tailles d'entreprise, dans la PME, je suis hors sol et on est hors sol, clairement. Hem, Moi, c'est une conviction qui est juste personnelle et je ne sais pas si je réponds à la question, mais j'ai pas envie de mourir d'un cancer dans cette boîte parce que j'ai pris toutes les décisions et j'ai pris toutes les pressions tout seul. J'ai pas envie de prendre la décision de on arrête de faire la découpe laser et on commence à élever des vaches tout seul. Et j'ai pas envie de prendre ce genre de décision tout seul, quoi. Euh, j'ai envie de la prendre avec des personnes qui en comprennent le sens, qui en comprennent les responsabilités et qui en comprennent les enjeux de ce que ça engage, ce genre de transformation-là. Euh, la réalité, c'est que c'est très long. Quand on a rabâché aux gens de ne pas réfléchir, leur réexpliquer qu'ils ont la capacité de réfléchir, c'est très compliqué de casser ça, de casser ces schémas mentaux, d'expliquer pourquoi est-ce que je suis dans cette démarche-là, et d'arriver à leur prouver que c'est une démarche positive à long terme, à condition que l'individu en ait envie. Et ça, c'est la seule chose que j'ai compris récemment, c'est que je suis qui pour me permettre d'imposer à quelqu'un de changer? Donc je suis personne, je ne peux pas me le permettre de l'être. Donc effectivement, il n'y a qu'à la personne. Donc moi, je propose un terreau, il n'y a que la personne qui peut accepter de grandir. Je peux lui donner des outils pour grandir. Mais voilà, donc on est vraiment à un champ d'expérimentation à l'atelier. Et là, on a une belle expérimentation qui nous arrive avec le champ miné qu'on a aujourd'hui devant nous, quoi. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, je peux la reprendre. Oui, Alex, vous pouvez mettre si on n'a pas répondu à la question. J'invite les participants à poser d'autres questions via le module QR. On a encore quelques minutes ensemble si vous avez des questions. Ah, bon, Alex nous dit qu'on a répondu à la question, donc tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions des participants? Moi, du coup, je me permets de rebondir là-dessus sur les collaborateurs. Aujourd'hui, est-ce que cette prise de responsabilité, cette distribution de l'autorité, tu l'estimes comment au sein de l'atelier du laser à aujourd'hui? J'ai pas compris la question et j'ai peur de répondre à côté. Ah, ben, je vais la reposer. Voilà, cette délégation de responsabilité, Ouais. voilà, je sais que vous faites pas présentation au sein de l'atelier du laser avec les leaders de rôle versus supporters de rôle et des choses comme ça. Vous en êtes où aujourd'hui là-dessus? Est-ce que chacun prend pleinement son autonomie ou quel est le chemin qui reste à parcourir selon toi? Donc, est-ce qu'il y a eu le power shift? La réponse est clairement non. Et, et est-ce que la dynamique va vers une volonté de power shift? La réponse est oui. Quel est le chemin qui reste à parcourir? Je pense qu'il est quand même assez conséquent. Parce qu'il y a encore cet amalgame avec un mot que j'aime beaucoup, qu'on aime beaucoup en holacratie, qui est géré, et qui encore aujourd'hui est confondu avec faire. Souvent, j'entends, ouais, je gère la situation, mais en fait, non, tu es juste en train de faire quelque chose. Et on en est là. On en est à essayer de prendre la dimension, d'essayer de comprendre ce que ça veut dire gérer, quoi.
être le patron de son propre business par rapport versus à j'ai bien fait mon boulot, quoi. Donc j'ai des personnes extrêmement impliquées sur le bien faire leur boulot. Ça, franchement, c'est clair et c'est très agréable et c'est très appréciable. Mais cette dimension de comprendre dans la puissance de ce mot gérer, on est encore en phase d'apprentissage, quoi. Merci. Alors, une question de Quentin. Est-ce que tu avais prévu un plan de continuité d'activité avant cette crise? C'est quelque chose qui est devenu très à la mode, on en entend parler partout. Et est-ce que tu avais prévu une cellule de crise? Alors, plan de continuité, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, je suis encore dedans. Donc, j'aimerais qu'on redémarre à minima sur juin-juillet, qui sont normalement nos plus gros mois de l'année, de telle façon à retrouver une activité qui me permet de réintégrer tout le monde. Mais en même temps, je n'ai pas suffisamment de retours clients pour savoir eux où ils en sont, quoi. Donc aujourd'hui, je n'ai pas suffisamment d'informations j'ai pas suffisamment d'acteurs parce que tous les clients ne sont pas revenus. J'ai pas suffisamment d'informations pour mettre en place un outil qui me permettrait de capter tout ça, quoi, et pour savoir comment on transforme. Donc on est plutôt sur la réunion point 15 journalière pour essayer de capter de l'info. Je suis plutôt sur du feedback en one-to-one pour essayer d'aller chercher l'information pour essayer de la capter, de la transformer. Est-ce qu'une réunion spécifique, de triage spécifique sur ce point-là, serait une bonne idée? Je pense que oui, ça serait une bonne idée. Et dans les prochaines semaines, dans les peut-être 15 jours, ou voilà, très rapidement, c'est un sujet qui me trotte dans la tête. Ouais, effectivement. Effectivement. C'est un sujet qui me trotte dans la tête, mais pour l'instant, on ne l'a pas mis en place, quoi. Merci. Effectivement, il faudra peut-être attendre du coup que ce soit un peu plus calme, que vous ayez passé le stade crise opérationnelle pour ensuite réfléchir à un autre niveau sur le plan éventuel de continuité. On a une question ensuite. Est-ce que tu crois que tes collaborateurs vont pouvoir grandir, pouvoir avoir ce power? Donc, j'imagine que cette transformation de pouvoir, ce power shift se fasse. Alors j'ai appris, et beaucoup de personnes ont appris aussi dans l'organisation que, et en tout cas, moi, c'est mon feedback, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. Qui je suis pour demander à quelqu'un de changer? Moi, là où je dois faire extrêmement attention, c'est dans les ressources captées, les personnes qui ont la volonté de changer. À travers le badge leader et le badge leader en apprentissage qu'on a mis en visibilité, c'est on a laissé la possibilité avec ça, et le badge joueur, c'est on a laissé la possibilité au flex de pouvoir dire écoute, pour l'instant, je veux être joueur parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon travail. Donc, m'embête pas avec, même si ça m'intéresse ce qui se passe parce que tout le monde est intéressé, hein, mais me demande pas de dépenser de la ressource et de l'énergie sur l'outil Lean ou sur l'outil Holacracy parce que moi, j'ai envie de faire mon travail. Ça, c'est le badge joueur qui nous a permis de mettre en visibilité le fait qu'une personne peut dire pour l'instant, je préfère privilégier mon travail sur toute autre chose. Et ce qui fait, et ça, je trouve que c'est intéressant, c'est ce qui permet à l'individu de pouvoir officialiser le fait que pour l'instant, il n'est pas open à. Donc ça aussi enlève un poids à l'organisation d'essayer de mettre la pression à quelqu'un qui n'a pas envie. Donc j'ai trouvé que le badge joueur avait beaucoup de points importants là-dessus. Par opposition, le badge leader, il y a tellement une marge d'écart entre le joueur et le leader qu'il n'y avait pas de leader dans l'organisation. Clairement. Moi, je suis plutôt dans cette dynamique, mais je suis peut-être pas aujourd'hui. Comme je suis le seul, à mon avis, je ne suis pas un leader extraordinaire. Je suis peut-être un bon leader, mais pas un leader extraordinaire. Et il y a un autre collaborateur qui est dans une bonne dynamique pour être un bon leader. Mais tous les autres sont entre ce fossé de joueur et de leader dans cette phase, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et j'ai 2 personnes, voire 3 personnes qui ont officialisé le fait qu'ils aimeraient essayer de continuer à tendre vers devenir leader, donc de devenir leader apprenti. Voilà. Mais derrière, on a mis en visite le fait que ça veut dire aussi prendre des responsabilités
Et c'est pas des responsabilités dans le faire, c'est pas je fais mieux mon travail, non. C'est quelle hauteur je suis capable de prendre pour organiser mon travail, pour organiser le travail des autres, pour organiser les autres rôles, voilà. Donc, on est encore dans cette expérimentation, dans cet apprentissage, voilà. On est encore là-dedans, quoi. Merci Sébastien. Alors on arrive à la fin du temps qui nous est alloué. La série de webinaires continue jusqu'au 7 mai. Je le rabâche. Rejoignez-nous demain. C'est une journée spéciale suisse. On aura peut-être un peu de fondu et de chocolat. En tout cas, à 14h, on aura Ludovic Morand de la société Tebicom. À 16h, on aura Fabio Monté de la société Coca. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, vous trouverez toutes les informations par email, à la fois sur nos formations en ligne et en présentiel, et puis à la fois sur nos accompagnements pour vous aider vous aussi à transformer votre management. Du coup, je te propose, Sébastien, un petit tour de clôture. Voilà, savoir comment tu as vécu ce webinaire, tes apprentissages, un petit peu comme dans les réunions au Lacratie, ta clôture. Ma clôture, ouais, c'est un exercice, même si c'est un exercice sur lequel d'habitude j'ai plutôt de l'aisance et je suis plutôt à l'aise. Là, j'avoue que cette fois, cet exercice a été compliqué pour moi parce que la situation me renvoie à un miroir dans lequel j'ai une phase de flou qui me perturbe, quoi. Donc du coup, je suis peut-être un peu moins persuasif ou un peu moins convaincant ou un peu moins convaincu. Parce que j'avoue qu'en moi, en ce moment, je suis vraiment dans une phase d'incertitude, mais qui va à la sortir, ça va mûrir et ça va produire quelque chose. Donc du coup, c'est vrai que j'avoue, j'étais un peu moins à l'aise et sur cette phase-là, en tout cas, toujours très content de pouvoir partager et en tout cas de participer à ces webinaires. Je suis super content d'entendre qu'il y a des copains qui, je pense à Scarabée et à Mathieu aussi, qui ont réussi eux, au contraire. Qui sont dans une bonne dynamique positive et qui, eux, ont pu avoir une belle activité. Donc je suis content d'entendre ça aussi. Donc, c'est aussi assez cool. Merci Sébastien pour ton témoignage qui était vraiment authentique, poignant et voilà, qui montre aussi on ne vit pas tous la même situation face à cette crise. Et c'est bien d'avoir ce panel de 10 gens qui peuvent témoigner. Donc, merci beaucoup d'avoir témoigné sur la réalité de ton organisation. Merci aux participants pour vos questions. Et puis, on se retrouve demain à 14h pour ceux qui souhaitent continuer à nous suivre. Bonne fin d'après-midi. À bientôt.